Bonjour à tous. Aujourd'hui, on plonge dans une question qui a vraiment agité le Moyen Âge. Est-ce que les concepts généraux comme homme, animal existent pour de vrai ou bien seulement dans nos esprits? C'est la grande querelle des universaux. Exactement. Et on va explorer plus particulièrement la réponse nominaliste, en s'appuyant sur des travaux comme ceux d'Alain de Libera pour comprendre un peu comment certains penseurs ont dit attention, ces universaux, c'est peut-être juste des mots ou des pensées. Tout à fait. Et l'origine de tout ça, si on remonte, on peut aller jusqu'à Porphyre, au IIIe siècle. Ah oui, bien avant. Oui. Dans son Isagoge, qui était une sorte d'introduction à la logique d'Aristote, il pose la question cruciale. Ces universaux, les genres, les espèces, bon, quel est leur statut? Est-ce qu'ils existent réellement? La porte, quoi. Voilà. Il lance le débat pour les siècles à venir. Et le premier, disons, à vraiment mettre les pieds dans le plat côté nominaliste, c'est Rochelin de Compiègne, fin 11e, début 12e. C'est ça. On le présente souvent comme le père du nominalisme ou du vocalisme. Ça veut dire quoi concrètement, vocalisme? D'après ce que son critique, Abélard, nous en dit, parce qu'on a peu de textes directs de Rochelin sur ce point précis, D'accord. Rochelin affirmait que les universaux, comme l'espèce homme, c'était rien d'autre que des voces, des émissions de voix, des mots, quoi. Juste le son. Juste le son, le mot prononcé. Donc, l'universel, ce n'est pas une chose abstraite qui existerait dans les individus, c'est le mot qu'on utilise pour en parler. Ah oui, c'est assez radical comme position pour l'époque, non? Ah oui, oui, très radical. Ça lui a d'ailleurs valu pas mal d'ennuis parce qu'il semble avoir appliqué une logique un peu similaire à la Trinité, ce qui était théologiquement très sensible. On imagine. Donc un mot, pas une chose. L'idée est forte. Mais celui qui va vraiment systématiser et défendre le nominalisme avec une force incroyable, c'est Guillaume d'Occam, plus tard, au XIVe siècle. Absolument. Occam, c'est le grand nom du nominalisme médiéval. Comment il s'y prend, lui, pour démonter l'idée que les universaux seraient des réalités? Alors Occam, il utilise la logique de manière redoutable. Son argument principal contre le réalisme, c'est un argument de contradiction logique. D'accord. Il dit prenons l'humanité. Si c'était une chose réelle, une nature unique qui serait entièrement présente en même temps dans Socrate, dans Caton et dans tous les autres hommes, Mhm. alors on a un problème. Soit une seule et même chose est en plusieurs endroits à la fois, ce qui est absurde, soit tous ces individus distincts, Socrate, Platon, etc., ne sont en fait qu'une seule et même chose, ce qui est tout aussi absurde. Logique implacable, effectivement. Voilà. Donc pour Occam, cette idée d'une chose universelle existant réellement hors de l'esprit, ça ne tient pas. D'accord. Alors si ce ne sont pas des choses, qu'est-ce que c'est pour Occam? Toujours juste des mots comme Rosselin, il va un peu plus loin. Pour Occam, l'universel, c'est fondamentalement un signe mental, une intention animée, ou même un actus intellegendi, l'acte même d'intellection. C'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est un concept dans notre esprit, pas une chose représentée dans l'esprit, mais l'acte même de notre esprit qui pense ensemble plusieurs individus similaires. C'est une qualité de notre pensée, si tu veux. Ça existe subjectivement dans l'âme. Et le fameux rasoir d'Occam là-dedans, ce principe d'économie. Ah bah il s'applique parfaitement ici. Occam dit, pourquoi multiplier les entités si l'acte même de penser homme peut servir de signe qui renvoie à tous les hommes singuliers? Oui. Pourquoi supposer en plus une entité mentale distincte, une sorte d'image ou de concept-objet? L'acte de penser suffit. Non sunt multiplicanda entia si necessitat. Ne multiplions pas les êtres sans nécessité. D'accord, c'est très clair. Et comment ces concepts, ces actes mentaux, s'articulent avec notre langage, les mots qu'on utilise? C'est là qu'intervient sa théorie de la supposition. La supposition. C'est une théorie qui explique comment les termes, qu'ils soient mentaux, parlés ou écrits, tiennent lieu des choses dans une proposition. Mhm. Quand on dit « un homme court », le terme « homme » suppose pour des individus singuliers, des hommes concrets. C'est la supposition personnelle la plus courante. D'accord. Mais Occam dit aussi qu'un terme peut supposer pour le concept mental, lui-même, homme est une espèce, ici homme renvoie au concept, ou pour le mot lui-même, homme est un nom, ici homme renvoie au mot écrit ou parlé. Ça permet de gérer les différents niveaux de langage. Et il y a aussi cette distinction importante qu'il fait entre connaître une chose précise, là, maintenant, et penser de façon générale. Oui, tout à fait. C'est la distinction entre la connaissance intuitive et la connaissance abstractive. L'intuitif, c'est la saisie directe d'une chose singulière qui existe et qui est présente.
le café devant moi, par exemple. Exactement. La connaissance abstractive, elle, fait abstraction de l'existence singulière, du ici et maintenant. C'est elle qui permet au concept mental, à l'acte de penser, de fonctionner comme un signe universel, capable de signifier indifféremment une multitude d'individus qui se ressemblent. Donc, la conclusion de Occam est vraiment nette. Il n'y a rien d'universel en dehors de l'esprit. L'universalité, c'est une propriété de nos signes, mentaux ou linguistiques. C'est exactement ça. En somme, le nominalisme de Rosselin à Occam nous offre une ontologie, une théorie de ce qui existe, beaucoup plus économique, on pourrait dire. Plus légère. Oui, plus légère. Seuls les individus existent réellement. Les universaux sont des outils précieux, indispensables même, créés par notre esprit pour organiser, penser et parler de ces individus. Mais ce ne sont que des outils. C'est fascinant comme approche, mais ça laisse quand même une petite question ouverte, non? Si les universaux sont juste dans nos têtes ou dans nos mots, qu'est-ce qui fonde la ressemblance objective entre les choses? Pourquoi est-ce qu'on regroupe naturellement Socrate et Platon comme des hommes, et pas Socrate comme homme et Platon comme âne, par exemple? D'où vient cette régularité dans le monde qui semble justifier nos concepts généraux si ce n'est pas une nature commune, réelle? C'est une excellente question, qui montre que le débat sur le fondement de l'universalité n'était peut-être pas complètement clos avec Occam. Ça ouvre d'autres pistes. Effectivement. À bientôt pour de nouvelles interrogations.